à tous, bienvenue sur Public Sénat. Nouveau numéro d'On va plus loin. Au programme ce soir, notre grand débat autour du bras de fer qui oppose les offices HLM au gouvernement. Tout est parti de la réforme des APL annoncée par l'exécutif. Il demande aux bailleurs sociaux de compenser en baissant les loyers, mais ça ne passe pas. Les offices HLM menacent de stopper les chantiers de rénovation. Est-ce que tout cela va finir par retomber sur les locataires? Y a-t-il des questions à se poser sur le financement et la trésorerie des bailleurs sociaux? Nous en discuterons avec nos invités sur ce plateau. Vous pouvez d'ailleurs réagir sur Twitter avec le hashtag OVPL. Vous connaissez le principe. L'inquiétude des offices HLM. Le gouvernement leur demande de rendre la baisse des APL indolore pour les locataires et donc de compenser en baissant les loyers. Eux répondent que c'est impossible, que leur trésorerie ne leur laisse pas cette liberté. Sinon, c'est la banqueroute. On verra dans un instant si c'est la réalité avec nos invités. Mais d'abord, le point sur cette polémique avec Jérôme Rabier. Le gouvernement ne s'en cache pas. Il souhaite profondément réformer la gestion des offices HLM. Trop nombreux, ils investiraient trop peu, avec des coûts de fonctionnement trop importants. Une situation qu'Emmanuel Macron a dénoncée comme croquignolesque, puisque l'État financerait à la fois les logements sociaux d'un côté et les APL de l'autre. Mais en demandant 1,4 milliard d'euros aux offices HLM, l'exécutif a déclenché leur colère. Car en leur réclamant de répercuter sur les loyers la baisse des APL décidée par le gouvernement, c'est un véritable choc financier qui leur est imposé. Cette réforme pénalise les offices qui accueillent le plus de populations modestes, parce que plus vous avez de gens à l'APL, plus vous êtes impacté par la réforme. On va perdre 8% de nos recettes locatives. Et derrière, cet argent qui était jusqu'à présent mobilisé pour mener l'entretien du parc, la réhabilitation, cet argent sera plus disponible. Les bailleurs sociaux ont donc claqué la porte des négociations avec le gouvernement pour protester. Mais l'exécutif ne semble pas prêt à reculer. Pour la majorité, il est injustifié de conserver 800 organismes HLM sur la France entière. Des regroupements permettraient de descendre à 500 offices d'ici à 2020. Si les négociations semblent à l'arrêt, il reste quelques semaines aux deux camps pour négocier, avant le vote définitif du budget prévu en décembre. Avec nous sur ce plateau pour ce débat, Isabelle Florennes, bonsoir. Vous êtes députée Modem La République En Marche des Hauts-de-Seine et adjointe au maire de Suresnes en charge de la jeunesse. Merci d'avoir accepté notre invitation. Stéphane Troussel, vous êtes président PS du conseil départemental de Seine-Saint-Denis et vous présidez par ailleurs l'organisme de HLM Seine-Saint-Denis Habitat, merci à vous également. Daniel Dubois, vous êtes sénateur centriste de la Somme et vous interpellez le gouvernement sur cette réforme des APL et ses conséquences sur le logement social. On va en parler dans un instant. Cyril Lachèvre, bonsoir. Vous êtes journaliste économique à l'Opinion. Merci à tous les quatre. Stéphane Troussel, vous avez eu des mots très forts pour qualifier cette réforme des APL. Vous avez parlé, je vous cite, d'une arme de destruction massive pour les bailleurs sociaux. Expliquez-nous. Très clairement, si cet article 52 du projet de loi de finances 2018 devait être adopté en l'état, oui, c'est la mort d'un certain nombre d'organismes HLM, à l'évidence. Je vous donne un exemple, Seine-Saint-Denis Habitat, l'ensemble de notre autofinancement sera totalement ponctionné par cette mesure. Donc, même au-delà. Donc notre capacité à entretenir, à rénover, à investir dans la construction, d'autant plus dans un territoire comme celui de la Seine-Saint-Denis, qui est particulièrement concerné par les opérations de renouvellement urbain, c'est la mort de ce système, de ce modèle du logement social français, qui fait la particularité de notre système locatif en France. J'ajoute que par ailleurs, bien évidemment, c'est plusieurs fois injuste ce système qui est préconisé, puisque ce sont bien évidemment les territoires avec les patrimoines sociaux qui accueillent le plus de populations modestes qui vont être encore plus ponctionnés que les autres. Donc je crois que derrière cela, il y a la volonté surtout d'en finir avec ce qu'est le modèle du logement social français. Daniel Dubois, vous avez exactement ce raisonnement. Écoutez, j'adhère globalement aux propos qui viennent d'être tenus. Moi, je crois qu'il faut qu'on ait les choses clairement en tête. Le loyer, c'est la seule recette des organismes HLM. Dès lors que vous attaquez, c'est la clé de voûte du système, le loyer. Je voudrais insister aussi sur ce point. Le loyer, c'est ce qui permet de l'équilibre des opérations. Le loyer, d'ailleurs, il est fixé par l'État. On va le rappeler quand même. C'est pas l'organisme HLM qui le fixe, c'est généralement l'État qui met un loyer plafond. Vous faites votre opération, vous l'équilibrez. Et ensuite, l'organisme HLM
ces recettes, ce sont ces loyers, et ces loyers, ils les utilisent parce que les organismes HLM ne font pas de bénéfices, enfin, font des résultats, mais ne distribuent pas de dividendes, et ils réinjectent dans les travaux, dans le gros entretien, dans les nouveaux investissements, tout ce qu'ils ont pu finalement gagner dans l'année. Voilà, on va voir ça en fait. Oui, alors, moi j'entends bien ce que disent, et nous avons rencontré un certain nombre d'organismes, nous les députés, chaque groupe politique est concerné. Je crois que le gouvernement a entendu et a commencé des discussions dès la semaine dernière, et les députés souhaitent effectivement revenir, en tout cas discuter avec les bailleurs sociaux sur notamment cet article concernant la baisse des APL. Moi, il y a eu une tentative de passage en force tout de même ? Non, moi je veux dire juste une chose, c'est quand même que sur la question du logement, il y a depuis des années, il y a énormément d'aides, il y a énormément d'argent qui est mis sur la table pour les logements, mais moi ce que je constate sur le terrain tous les jours, c'est que ça ne fonctionne pas de façon optimale, ou en tout cas ça pourrait mieux fonctionner. Et moi je suis dans une circonscription, Nanterre-sur-Aisne, les dossiers que je traite, ce sont des dossiers d'attente permanente de personnes qui peuvent bénéficier de logements et sur qui ça, on est tous d'accord. Le constat, on est tous d'accord, mais le système ne fonctionne pas. Je dis, le gouvernement a raison de mettre sur la table les questions. Après, dans l'ordre de la discussion, je suis d'accord avec ce que dit M. Dubois et ce que dit M. Troussel. Peut-être aurait-il mieux valu discuter d'abord, et là je suis tout à fait d'accord, et c'est pour ça que j'ai voté un vœu dans mon conseil municipal à Suresnes contre la baisse des APL, parce que je crois que dans les zones en tension, notamment en Ile-de-France, c'est quand même difficile et très difficile à entendre. C'était pas par là qu'il fallait commencer. Et c'était peut-être pas tout à fait comme ça qu'il fallait commencer la discussion, mais je pense que cette discussion est utile. Et je crois que les députés et les parlements ont son travail à faire sur le sujet. Et c'est ce qu'on entend faire dès cette semaine. Cyril Lachèvre. En fait, il faut reprendre un peu la genèse de cette histoire. Tout est parti d'un rapport de l'ANCOLS. L'ANCOLS, c'est l'agence publique qui chapeaute en fait les organismes HLM, du moins qui contrôle financièrement. On va essayer de pas trop être technique. Non, mais c'est un rapport qui n'est pas été rendu public, que le gouvernement a. D'ailleurs, les élus de la nation pourraient peut-être le demander. En tout cas, ça nous éclairerait tous. Qui, en gros, explique que dans ce pays, en France, il y a quelques organismes HLM, combien, je ne sais pas, j'ai pas pu voir le détail de ce rapport, qui, effectivement, ont plutôt des fonds propres, de l'argent, gagnent bien leur vie et sont ces fameux dodus dormants dont on parle. Et donc, et d'autres, bien évidemment, et là on en reviendra tout à l'heure, c'est tout le problème de la politique du logement et du logement social en France qui sont dans des graves difficultés financières. Et donc, en gros, le gouvernement s'est dit, il y a de l'argent qui dort, encore une fois entre guillemets, on va pouvoir essayer d'en récupérer et donc de forcer à fusionner les organismes qui vont mal avec les organismes qui vont bien. Voilà un peu la logique globale, macroéconomique de cette réforme. Emmanuel Macron. Voilà, après il y a eu des grosses erreurs de communication évidemment, puisque tout est en plus parti d'une stratégie budgétaire, la baisse de 5 € des APL à l'origine qui n'avait rien d'une réforme en profondeur du logement, mais tout simplement une manière de trouver de l'argent à court terme pour boucler le déficit, et qui après effectivement oblige le gouvernement à aller de plus en plus vite, et donc en deuxième temps, cette fameuse baisse des loyers imposés aux organismes HLM en échange d'une baisse des APL équivalente. Alors, mardi dernier, le sujet a fait l'objet d'une mise en garde de Philippe Dallier devant la Commission des Finances. Le sénateur LR de Seine-Saint-Denis a prévenu, cette réforme va mettre des dizaines d'organismes HLM à genoux. Il fallait que Bercy trouve 1,5 milliard sur les APL et on a choisi une solution qui est très simple. On demande aux bailleurs sociaux de réduire les loyers d'environ 50 € pour un certain nombre de locataires, et puis de l'autre côté, on réduit l'APL à due concurrence. Les conséquences de tout cela, on les connaît à peu près maintenant, elles sont chiffrées. L'autofinancement des bailleurs concernés, qui est d'à peu près 2 milliards, va être amputé d'1,5 milliard. On nous dit que 100 mesures pour essayer de rectifier le tir, 100 bailleurs vont se retrouver au tapis et 180 bailleurs vont se retrouver dans une situation telle qu'ils ne seront pas loin, effectivement, d'aller au tapis également. Et ce bras de fer va tellement loin que dans l'Oise, les bailleurs sociaux ont prévenu, ils gèleront les chantiers de construction et de rénovation. Là, on est clairement dans une menace. Moi, ce que je crains, c'est pour les 11 millions de Français qui vivent dans ces habitations HLM. Est-ce que, pardon pour l'expression, mais est-ce qu'ils vont encore trinquer ? Non mais attendez, c'est pas une menace.
Ce n'est pas une menace, c'est la réalité à laquelle nous sommes Il y a quand même confrontés. de la pression, il y a une forme de Cet lobbying. été, il y a eu déjà un premier effet des décisions gouvernementales de cet été, puisque le gouvernement a réduit une partie des crédits disponibles, ce qu'on appelle les aides à la pierre pour la construction. Ça a eu un effet immédiat. C'est que bien évidemment, il y a un certain nombre d'organismes qui portent des projets de construction, qui avec une réduction des aides à la construction de logements, ont été obligés de revoir un certain nombre de leurs projets. Il y a des mesures de compensation proposées par le elles gouvernement. Mais elles ne sont pas du tout à la hauteur. Est-ce que vous pouvez nous en de la parler pour les ponction. téléspectateurs qui ne le sauraient Le pas gouvernement nous dit il y aura le gel du taux du livret A. Oui. Mais enfin, c'est sans commune mesure avec ce à quoi cette ponction nous oblige. L'augmentation du surloyer de solidarité, de quoi s'agit-il? Mais d'abord, encore là aussi, vous voyez bien qu'il y a des contradictions, puisque ce sont les organismes qui ont le plus de locataires APL qui vont être les plus ponctionnés. Donc en réalité, par exemple, je reprends l'exemple de la Seine-Saint-Denis, j'ai un pourcentage de quartiers qui sont exonérés de l'application du surloyer de solidarité très élevé, puisque j'ai des quartiers en ce qu'on appelle politique de la ville où le SLS ne s'applique pas. Et donc, bien évidemment, que là aussi, c'est des sommes dérisoires. Ce sont des gouttes d'eau. Dérisoires par Vous êtes rapport à la d'accord? ponction. Bien sûr. Mais bien sûr. Et certaines, d'ailleurs, ne sont pas du tout réalistes. Quand on parle de la vente des logements, puisque voilà, ça c'est le grand, si vous voulez, On va y venir d'ailleurs. c'est le grand levier. Mais vendez votre parc, vendre le parc et vendez-en 40 000. Globalement, aujourd'hui, les organisations HLM en vendent 8 000. C'est irréaliste et infaisable. Tout simplement parce qu'un quart du parc est déjà dans les zones urbaines sensibles. Bien sûr. Donc, À un moment où, par je vous exemple, invite à aller vendre un logement dans une zone bien urbaine sûr, sensible. à un moment où, par exemple, le gouvernement, dans un territoire comme le mien, demande aux bailleurs sociaux de racheter des copropriétés dégradées. Je pense à Clichy-sous-Bois avec une opération de requalification où on dit, pour en finir avec les copropriétés dégradées, messieurs les bailleurs, allez-y et rachetez. Donc, Vous avez une partie c'est du une parc politique à la également. fois de gribouille, Bien sûr. mais de mon point de vue, avec d'autres intentions. Alors, je vais vous faire réagir Je dans reviens. un instant, mais puisque vous faites cette transition, effectivement, une fois qu'on a évalué ses conséquences possibles, la semaine dernière, toujours en commission des finances, Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires, a proposé qu'on développe effectivement cet achat d'appartements HLM par les locataires. Nous avons besoin qu'il y ait davantage de ventes de logements sociaux pour l'accession sociale, aussi bien sûr pour amener des financements aux bailleurs sociaux, parce que c'est un bon moyen d'apporter des financements. Je crois que personne ne peut sérieusement le discuter. Je suis convaincu que dans ce pays, 0,2% du parc vendu chaque année, ce n'est pas suffisant. J'avais dit qu'on pouvait monter, pas tout de suite, mais sur plusieurs années, à 40 000 logements. Ça ferait que 0,8%. Isabelle Florennes, c'est pas une bonne idée ça de proposer aux locataires Ça se fait déjà. HLM de potentiellement racheter leur Ça se appartement fait déjà. Enfin, et moi, de le développer. C'est ce qu'on comprend de la part de Jacques Mézard. il faut le développer à juste proportion. Je ne pense pas que ça soit ça peut être une solution, ça ne peut pas être l'unique solution face aux défis et aux enjeux du logement. J'entends bien ce que disent les débatteurs et j'entends bien puisque localement je vais rencontrer les différents organismes et j'ai été L'excellent président de d'Haute-Seine Habitat, qui est le maire de Suresnes et que je connais bien et qui m'a alerté bien évidemment tout de suite. Moi je dis, il y a des organismes et je les connais, départementaux, qui font un excellent travail. Je pense que ce travail de mutualisation est excellent. Et vous le faites en Seine-Saint-Denis et nous le faisons dans les Hauts-de-Seine. Ça permet de dégager des marges et ça permet de les réinvestir. Et il y a des populations, et il y a d'énormes populations qui sont dans les critères et qui rentrent dans les critères d'attribution. Derrière cette question qu'on soulève par effectivement la baisse des APL et qui, à mon sens, était prématurée ou n'était pas forcément la meilleure façon de prendre ce débat, il y a un vrai souci qui est effectivement comment on loge ces personnes, comment ça se fait qu'il y ait autant de personnes qui rentrent dans les critères, le coût, les loyers.
La région Île-de-France est quand même une zone tendue, comme nous disons. Et là, je veux dire que c'est un débat plus large. Nous souhaitons le porter. Et en tout cas, je vous le redis, les députés, les parlementaires En Marche et Modem souhaitent que nous abordions réellement ce débat plus largement également. Cyril Lachèvre. Je crois qu'avec cette histoire de vente de 40 000 logements HLM, on apporte une mauvaise réponse à une très bonne question qu'il faut absolument aborder dans tous les cas de figure, qui est double. D'abord, il y a le problème de manque de fonds propres des offices HLM qui n'ont pas assez de ressources financières pour pouvoir produire par elles-mêmes. Et effectivement, on dit que quand on vend un logement social, on a de quoi financer 3 autres logements. Bon, le ratio ne permettrait peut-être pas pour autant de réussir à vendre 40 000 logements, mais en tout cas, cette question-là mérite d'être posée. Mais il y a plus important, beaucoup plus important, et là-dessus, on n'en parle pas du tout, c'est quel est le problème du logement social aujourd'hui? C'est on ne favorise pas la mobilité dans le parc du logement social. Les gens qui y rentrent, n'en sortent pas souvent assez vite par rapport à ce que la situation justifierait. Peut-être aussi pour des bonnes raisons. Qu'il y a un manque de contrôle, qu'en fait, ils gagnent plus entre le moment où ils sont rentrés. À un moment donné, leur situation évolue, sauf que après, ils n'ont pas non plus forcément les moyens de pouvoir basculer tout de suite dans le parc privé où les loyers sont 40% plus élevés. Donc il faut trouver, une solution, ce qu'on appelle le logement intermédiaire, etc. Absolument. Mais peut-être qu'on pourrait, réfléchir à ça et puis ou en tout cas augmenter les contrôles. Un couple qui a 3 enfants quand il est rentré dans le logement est attribué et qu'il n'y a plus de mobilité. Une fois qu'il est attribué, on y a droit. Et par exemple, la Cour des comptes dit très bien, si on favorisait 1% de départ tous les ans du logement, de logements sociaux, ça ferait l'équivalent de 40 000 mises en chantier. Donc on n'aurait pas besoin non plus de construire pour construire. Et pourquoi je dis ça? C'est simplement parce qu'on a ce chiffre absolument spectaculaire. Il y a 3,5 millions de ménages pauvres locataires en France. Il y a 5 millions de ménages pauvres en France, mais certains sont propriétaires. 3,5 millions de ménages pauvres. Vous en avez 1,75 million, donc l'exacte moitié, qui est dans le parc public, et 1,74 million qui sont dans le parc privé, avec des loyers 40% plus élevés. Ce sont ces gens-là qui ne sont pas dans l'office HLM. Donc il y a une injustice, c'est ça que vous voulez dire? En tout cas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas si, encore une fois, après tout dépend de ce qu'on attend du logement social, la réponse du logement social doit être d'aider les plus défavorisés dans notre Stéphane Troussel qui m'a demandé la parole d'abord et ensuite Daniel Dubois. C'est quand même déjà le cas. Les organismes HLM accueillent les populations les plus modestes, les plus pauvres. 7 locataires sur 10 sont proches ou avec des niveaux de ressources inférieurs au seuil de pauvreté. C'est ça la réalité. Et d'ailleurs, Stéphane Troussel, sur cette question de la mobilité, par exemple, pourquoi n'y a-t-il pas de contrôle de la situation d'une même famille entre l'année où il entre dans un logement HLM et l'année où... il y a peut-être ce type de cas, mais excusez-moi, c'est pas ça le principal problème. Le principal problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une évolution du secteur privé avec des niveaux de loyer dans le secteur privé qui empêchent un certain nombre de populations de changer de logement et de connaître un parcours résidentiel. Enfin, c'est quand même extraordinaire. Le gouvernement s'en prend aux APL, au secteur du logement réglementé, parce que les loyers qui sont pratiqués par les organismes HLM sont réglementés, mais ne dit absolument rien de l'envolée des prix du secteur privé. Enfin, je veux dire, le gouvernement a développé tout un argumentaire sur l'APL est inflationniste, mais elle ne peut pas être inflationniste dans le secteur du logement HLM, puisque nos loyers sont réglementés. Et il reste les bras ballants s'agissant du secteur privé. Il ne veut pas entendre parler d'encadrement des loyers. De ce point de vue, il ne fait rien. Et il s'en prend au secteur HLM. Par ailleurs, l'argument qui consisterait à dire on pourrait éventuellement vendre pour réinvestir et construire. Ça peut s'entendre. Moi, je ne suis pas forcément, notamment sur un territoire comme le mien, particulièrement favorable. Je préfère développer, par exemple, l'accession sociale à la propriété. Nous avons créé une coopérative d'accession sociale à la propriété, justement pour offrir des capacités à nos locataires qui le souhaitent, d'acquérir aussi des logements neufs construits. Mais je ne suis pas très favorable à la vente, pour les raisons que je vous ai indiquées tout à l'heure. Mais avec ce que nous propose le gouvernement, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Il nous propose de vendre, non pas pour investir, il nous propose de vendre pour compenser la baisse de nos recettes d'exploitation. C'est comme si vous dites à un chef d'entreprise, puisque ces nouvelles majorités En Marche n'ont que l'entreprise à la bouche, c'est comme si vous dites à un chef d'entreprise, monsieur le chef d'entreprise, vous allez vendre votre outil de production pour compenser vos déficits d'exploitation. On marche sur la tête. Moi, je voulais revenir sur les populations logées. Les organismes HLM, aujourd'hui, ont 32% de personnes logées qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Les attributions 2016, c'est 50% de familles donc, qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc une réelle progression. Et ça pose ensuite une vraie problématique qui est celle de la mixité.
qu'est-ce que l'on veut faire de nos organismes HLM? Est-ce qu'on veut en faire des organismes ghettos, ou est-ce que l'on veut que les populations puissent vivre dans la mixité, dans les résidences gérées par les organismes HLM? C'est un vrai sujet de fond. On a engagé des milliards sur le PNR1. Ne refaisons pas les erreurs qu'on a commises il y a 30 ans ou 40 ans dans la construction des territoires et des zones urbaines. Faisons très attention à cela. Il faut donc une réelle mixité et bien sûr une vraie mobilité. Bien sûr, il faut gagner en mobilité, mais il faut gagner en mobilité. Il ne faut pas non plus imaginer que la mobilité soit le problème majeur des organismes HLM. Mais je voudrais... Non, mais je pense qu'effectivement, il y a une question sur la mobilité, elle est réelle. Il faut quand même qu'il y ait plus de turnover. Les situations changent. Et là, on parle de parcours dans résidentiel. Et je pense que là, il y a une réflexion. Je sais que c'est un sujet. On ne peut pas dire que le gouvernement fait rien, ou en tout cas, il y a des choses à l'étude en matière d'urbanisme, en matière de trouver des solutions pour la question du foncier. La question du foncier, trouver des zones pour construire, et là je parle du logement en général et pas que du logement social, c'est un vrai sujet. Faciliter les outils juridiques. Et de la demande de compensation faite aux bailleurs sociaux, on a le sentiment, vous allez me dire si je me trompe, qu'Emmanuel Macron veut mener une réforme bien plus profonde que cela, de ce fonctionnement assez opaque, il faut bien le dire, des offices HLM. C'est un peu passé inaperçu. C'était le soir de son interview par TF1 LCI. Il a jeté un pavé dans la mare. Dans le monde HLM, il y a des organismes qui ont de l'argent et qui ne le dépensent plus, qui ont construit une forme de rente. Il faut les pousser justement à le dépenser ou à récupérer cet argent d'une bonne façon. C'est ce qu'on fera. De l'autre côté, il y a des organismes qui construisent ou qui ont des publics beaucoup plus en difficulté, dans les quartiers les plus modestes. Ceux-là, dans les engagements que le gouvernement prend et dans la politique que va mener le Premier ministre, nous les aiderons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans les engagements que nous avons pris et qui seront conduits par le gouvernement, eh bien, certains organismes seront recapitalisés, certains organismes seront accompagnés, et puis on favorisera les regroupements. Il y a près de 800 organismes HLM en France. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne manière de fonctionner? Ça, c'est vrai. Écoutez bien les mots d'Emmanuel Macron. Dans le monde HLM, il y a des organismes qui ont de l'argent, qui ne le dépensent plus, qui ont construit une forme de rente. Il y a des réserves, on le sait, depuis des décennies. De quoi parle-t-il? Mais qu'il s'adresse à ceux qui sont éventuellement concernés. Mais enfin, vous connaissez attendez, ce phénomène, moi, il y a de l'argent, ils sont riches, les bailleurs sociaux, ou pas? Ou certains nous avons un autofinancement. Nous ne servons pas de dividendes. Cet autofinancement, il ne sert pas à rémunérer des actionnaires. Puisque, mais de quels offices HLM parle-t-il quand il dit qu'il y a de la trésorerie? Un certain nombre de territoires peu tendus. Voilà. Quand vous êtes sur un territoire peu tendu où vous construisez peu, et que vous gérez correctement votre organisme, vous avez naturellement des rentrées de loyers. Si votre parc est plutôt bien entretenu, si vous avez plutôt des maisons individuelles que du collectif, effectivement, vous avez des rentrées d'argent et vous êtes plutôt en situation positive. Cette réalité, elle existe et elle n'est pas d'ailleurs contredite par les organismes HLM. Mais elle est anecdotique ou c'est fréquent? Sur un certain nombre de situations, je ne les connais pas toutes, mais je vais vous prendre un autre exemple. L'OPAC d'Amiens, que je connais bien, il a un plan patrimoine de 350 millions à mettre en œuvre sur 5 ans. Il lui faut 70 millions de fonds propres pour le financer. Il en a 28 aujourd'hui. Il lui en manque donc une quarantaine. Et donc comment il fait pour mettre en œuvre cette capacité à avoir des fonds propres? C'est son autofinancement annuel. Sauf que la réforme qui est proposée, il en fait globalement 7,5, il va en perdre 5. Il va en perdre 5. Cyril Lachèvre, il a raison, Emmanuel Macron, de mettre un coup de pied dans la fourmilière. C'est un système un peu opaque. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Je vous laisse le coup de pied la fourmilière et opaque. Je sais pas que les termes sont peut-être un peu excessifs. Pardon, on découvre un petit peu. Et vous en parliez de ce rapport. Exactement. Non. Prenons 2 chiffres. En France, à Paris, pour 16 demandes dans un office HLM, on n'a qu'une seule place possible. Dans l'Indre, département de l'Indre, vous avez une demande, une offre
Donc il y a un déséquilibre total dans notre pays, mais qui dépasse largement le système de logement social, entre des zones tendues, effectivement, et des zones, entre guillemets, détendues ou calmes. Et vous avez donc 3 types, en gros, d'offices HLM. Alors c'est très schématique. Vous avez ceux qui sont dans des zones tendues, à qui on demande effectivement de construire beaucoup, parce que ils ont beaucoup de demandes de locataires. Et donc eux, effectivement, sont dans des situations compliquées, parce que les zones tendues, qui dit zone tendue, dit prix élevé pour le foncier. Et donc effectivement, par ailleurs les populations les plus modestes. Voilà, par ailleurs. Donc ceux-là sont dans des situations compliquées. Après, vous avez d'autres logements qui sont dans des offices HLM, qui sont dans des zones totalement détendues, où là, finalement, il y a un taux d'occupation qui est relativement bas, c'est-à-dire que vous avez quelques villes où il y a à peu près 5 à 10% du parc qui est vide, qui n'est pas occupé parce que les gens n'y vont pas, parce qu'il n'y a pas de travail. Et alors c'est pour ça ceux-là que sont dans des situations compliquées. Et après vous avez également. Voilà, ceux-là sont aussi dans des situations financières compliquées parce qu'ils ne construisent, mais ils n'ont pas besoin de construire pour le coup. Et après vous avez cette troisième catégorie, donc combien on ne sait pas. Ce serait intéressant de le savoir effectivement. C'est pour ça que je disais sont ceux qui sont dans une zone effectivement où il n'y a pas trop de demande, donc il n'y a pas besoin de construire, donc ils n'ont pas besoin d'investir, et en même temps une zone où finalement les gens restent et donc quelque part ils ont un taux d'occupation très élevé, donc des bonnes rentrées. Et c'est peut-être cela que vise le président de la République. C'est peut-être cela qu'il vise, mais en l'occurrence il a mis en place une mesure qui de toute façon s'attaque effectivement et plus lourdement à tous, mais qui de fait pèse plus lourdement sur une des catégories qui est la plus en difficulté. Sauf s'il regroupe et qu'il mutualise, c'est ça l'idée. Et il s'agit quand même d'argent public. Oui. Et donc, cet argent public, je sais, on en est tous responsables. Et je crois quand même que, effectivement, par cette annonce, l'idée est d'engager une mutualisation. Et je pense que c'est une voie qui peut être entendue si on regroupe. Elle a déjà commencé. Vous me l'expliquez. Elle se fait peut-être. Vous l'avez déjà commencé ? On peut la soutenir. On peut la soutenir en demandant à l'USH, à l'Union sociale de l'habitat, de l'encourager encore plus. Quand on regarde le nombre d'offices publics de l'habitat, par exemple, il a diminué. Y compris en Ile-de-France, on est tous en train de regarder, notamment compte tenu des nouvelles législations qui s'appliquent dès le 1er janvier 2018, à favoriser le regroupement, la mutualisation. Par exemple, je vous le disais, en Seine-Saint-Denis, je vais fusionner avec un office de 3000 logements à partir du 1er janvier 2018. Oui. Moi, je crois quand même qu'au-delà de la baisse des dépenses publiques qui est visée par cette mesure, il y a une volonté oui, je le dis, de libéraliser le logement et le logement social. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qui s'est passé dans les années 80 en Grande-Bretagne avec Margaret Thatcher, les conservateurs britanniques, qui ont vendu 2 millions de logements sociaux. C'est-à-dire qu'ils ont privatisé le parc HLM. Bien évidemment, parce que, y compris avec l'objectif de mutualiser, de regrouper, on veut des organismes puissants avec de très nombreux... Il y a aussi une volonté de rentabiliser, d'être et puis du coup, qui peuvent intéresser des investisseurs, et le logement devient un objet financier, non plus c'est plus un objet immobilier, c'est un objet financier, et il faut faire de la rentabilité. Attendez, la mutualisation... Ça veut dire cheminer en étant organisé. Oui. Ça ne veut pas dire c'est la foire d'empoigne, le plus fort va avaler. Mais attendez, c'est plutôt aujourd'hui les signes qui sont donnés. Les signes qui sont donnés parce qu'il n'y a pas de débat en amont. Oui. On est dans une situation où finalement, au détour de la loi de finances, à travers l'article 52... C'est ce qu'Isabelle Floret disait. C'est ce que j'ai dit en préambule. Donc, il est urgent de débattre. Je suis bien d'accord. Insister sur un point, il y a effectivement la région parisienne, quelques zones tendues en France, où il faut vraiment apporter de l'argent frais, j'allais dire, pour qu'effectivement on puisse construire, et des terrains aussi. Et du foncier, des terrains. Et du foncier, on est bien d'accord. Mais ceci étant dit, il y a aussi des attentes sur les territoires. Il nous reste 30 secondes pour conclure ce débat. Je vais prendre les Hauts-de-France. Très rapidement, les Hauts-de-France logent autant de personnes dans leur logement HLM que l'Île-de-France, 21 à 22%. Sauf que ils sont beaucoup plus pauvres dans le nord, dans les Hauts-de-France, et que la mutualisation, si on doit la faire à un moment donné, il faut la réfléchir territoire par territoire, en fonction des besoins des territoires, et en fonction de projets. Il nous reste 10 secondes. Je voudrais entendre une dernière fois Isabelle Floret. C'est le ministère du Logement qui a fait cette mesure. Je dis juste en conclusion qu'il est urgent de débattre, de s'écouter, de se parler. On est là pour ça, et c'est merveilleux.
Mais c'était pas le... Cyril Lachèvre, une dernière minute. Moi, je pense que Dernière seconde. on se focalise sur le logement social, mais je crois que de toute façon, aucune réforme du logement social ne pourra se faire sans une réforme globale du logement. J'évoquais les questions du logement intermédiaire, la question privée aussi. Et d'ailleurs, il faut vraiment repenser, mais dans la globalité, parce qu'on ne peut pas résoudre le problème juste du logement social en ne parlant que du logement Et social. on va les promoteurs et s'arrêter les constructeurs l'ont Sachez- bien construit parce que eux aussi voient bien le risque qu'il y a avec un Sachez que effondrement le de la Sénat construction fera des de- propositions au sur l'article logement social. 52. Voilà, vous aurez Vous tous eu savez. votre mot de conclusion. Merci infiniment à tous les cas d'avoir participé à ce débat dans un instant.